Tierno, c'est Gabriela, Miss Portugal. Le gouvernement est en péril imminent. L'eurodéputé Tierno Diaz se présente. Il parle beaucoup de Gabriel, de mariage blanc et de neurosciences. Bonjour Tierno, Bonjour, tu peux te présenter brièvement? donc je m'appelle Tierno Diaz, donc je suis président du Parti humaniste. Je suis également tête de liste aux prochaines élections européennes pour représenter les voix françaises au sein du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg. Voilà, alors, en tant que candidat, quelles sont tes principales priorités aux élections européennes? En fait, nous, on a pour principale priorité, notre cœur de métier, on va dire, c'est le conseil autour du sport et de la santé. La santé, c'est plus mon domaine à moi. On est une équipe, on travaille à plusieurs, donc il y a Gabriela, il y a Marwan, etc. Et Gabriela, elle, intervient essentiellement sur les sujets liés au sport. Après, moi, de manière plus long terme, on va dire, on monte aussi au Parlement européen. C'est pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, en fait, la menace de ChatGPT et d'autres acteurs de l'économie, qui doit être réglementé au même titre que le dit Manon Aubry. On partage la même idéologie et on veut faire le travail ensemble au Parlement européen. Et justement, Manon Aubry est une voix qui porte assez fort, qui résonne. Comment toi comptes-tu faire entendre ta voix au sein du Parlement européen? En fait, en tant que présidente, elle a une sensibilité sur des sujets qui me concernent directement, parce que Manon Aubry, elle s'attaque essentiellement aux multinationales. Moi, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages, notamment sur l'économie, sur la décroissance. Et aujourd'hui, on sait que la crise économique, elle a démarré aux États-Unis par la crise financière, la Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales ont fermé. Et l'Europe est menacée par cette même crise, en fait. Sauf que là, eux, ils sont au stade de la crise économique. Ici, on va d'abord connaître une crise financière et après une crise économique. Et au même titre que Manon Aubry, on mène le même combat contre l'évasion fiscale, contre certains paradis fiscaux, mais surtout contre la taxation des revenus du capital au même titre que les revenus du travail. Alors aujourd'hui, avec le contexte ukrainien, Oui. on a beaucoup de voix qui sont pour et beaucoup de voix qui sont contre l'Union européenne. D'accord. Comment comptes-tu faire la promotion de la coopération entre les pays membres de l'Union européenne? Et bien justement, tous les sujets là, en fait, pourquoi nous on monte au niveau de l'Europe? Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui il n'y a pas d'Europe sociale et qu'à la base, les Français ne veulent pas de l'Europe. Ils ont voté non au référendum. Nicolas Sarkozy, par le traité de Lisbonne, a réussi à intégrer, on va dire, de force la France à l'Union européenne. Dans le cadre d'une refonte économique, ils avaient une vision aussi avant-gardiste de la crise qu'on évoque aujourd'hui, et eux, ils pensaient soigner le mal par l'austérité, en fait. Et nous, on dit, l'Europe n'y arrivera pas si elle n'est pas sociale. Et surtout, l'Europe doit prendre en compte les demandes de certains théologiens, de certaines idéologies difficiles en France comme l'islam ou autre, car Nicolas Sarkozy avait promis aussi que toutes les instances spirituelles, tous les lobbies, les influenceurs allaient être concernés par les décisions importantes. Et là aujourd'hui on voit que ça ne fonctionne pas. La France ne veut pas de l'Europe et malheureusement le Front National et Marine Le Pen surfent sur la vague parce que ce sont eux qui ont le plus de voix aujourd'hui représentées au Parlement européen. Donc justement, Israël fait partie de l'OCDE. Oui. Géographiquement, elle est située sur le même territoire que la Palestine. D'accord. Par contre, l'État palestinien, lui, ne fait pas partie de l'Union européenne, ni des accords du marché européen. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, le problème de la Palestine, on ne peut pas parler du problème de la Palestine sans parler de la France. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre l'origine et l'histoire d'Israël, en fait. Aujourd'hui, on parle d'Israël comme un peuple, mais n'oublions pas avant tout qu'au début, aujourd'hui on parle d'Israël comme une terre, mais n'oublions pas avant tout qu'Israël c'est un peuple en fait. Et on sait quel peuple qui est derrière ça, mais on sait aussi comment ce peuple aussi a acquis la Palestine.
et la responsabilité entre guillemets de la France derrière ça. C'est-à-dire que les Américains sont un peu plus offensifs, les Français sont un peu plus fair-play dans le sens où ils veulent de la conciliation. Mais en fait, nous, ce qu'on leur dit clairement, c'est je pense que peut-être l'État français devrait libérer les terres d'Israël. Et quand on dit libérer les terres d'Israël, on parle d'un point de vue idéologique et économique. Aujourd'hui, j'ai fait un travail pour HEUP, je fais partie de l'école du gouvernement HEIP, et on a fait un travail justement sur ce qui se passe en Orient, en fait, sur tous les conflits diplomatiques qu'il y a en Orient. Et ce qui ressort de tout ça au final, c'est justement ce bout de terre aujourd'hui qu'on appelle Israël, qui est le nom d'un prophète. Ce bout de terre est le seul terre occidentale en terre d'Orient. C'est-à-dire que vous prenez tout le Moyen-Orient, tout l'Orient, ce sont des gens qui peuvent cohabiter parce qu'ils partagent la même idéologie. En Occident, on a une autre idéologie portée plus sur l'économie. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe peut aider le conflit en Israël, et Jean-Luc Mélenchon en fait aussi son combat, et c'est pour ça aussi qu'il y a une petite rivalité entre lui et Manon Bry. Manon Bry, elle est sur la multinationale, lui il est sur la paix et l'État d'Israël et l'État de Palestine, et nous chez Humaniste on est sur les deux terrains en fait. Comment penses-tu faire la promotion de la coopération entre justement les musulmans de France et les membres judéo-chrétiens du reste de l'Europe? Déjà, nous, entre frères musulmans, on doit se parler entre nous déjà et revoir peut-être certaines choses qu'on a mal compris dans nos écrits, et considérer ces gens comme nos confrères, dans le sens où on partage la même croyance en fait, on croit en Dieu, on croit en un Dieu unique. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de conflit entre les chrétiens, les juifs et les musulmans si on leur expose les choses de la bonne manière. À Jérusalem, par exemple, ces trois communautés-là cohabitent ensemble, elles cohabitent bien ensemble en fait. La difficulté, on le sait, c'est ce monde judéo-chrétien qui est entre guillemets managé par la franc-maçonnerie. Parce que là, on parle d'une autre idéologie, et cette idéologie-là, elle est en dualité, en fait, avec l'idéologie orientale. Et donc, c'est aujourd'hui en France, je pense, c'est peut-être insister sur le fait sur la laïcité, mais redéfinir c'est quoi la laïcité, en fait. La laïcité, c'est pas l'interdiction de porter des signes religieux ou de croire. Non, c'est la liberté de croire en ce qu'on veut. Et la France, elle doit juste faire ce qu'elle dit, et elle peut régler ce conflit judéo-chrétien et aider à l'entente entre les gens. Malheureusement, on a un gouvernement qui pousse les gens à se diviser les uns contre les autres. Selon toi, est-ce que l'Europe peut être une terre d'asile pour l'immigration? L'Europe doit être une terre d'asile pour l'immigration. Pourquoi? Parce que cette immigration, elle vient aussi de ces peuples, on les appelait les colons chez nous, et on sait qu'on est venu aussi nous chercher sur nos terres et dans nos pays en fait, et à un moment donné, l'Europe doit porter sa part de responsabilité par rapport au beau message social qu'elle prône, mais surtout un danger, l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est devenu dépendant de beaucoup de choses, de la culture occidentale, et maintenant, l'Europe ne peut pas vivre sans nous, on le sait. Mais nous aussi, on a besoin de l'Europe parce que c'est eux qui tiennent la monnaie, notamment le CFA. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un studio d'enregistrement. Oui. C'est une nouvelle casquette que tu endosses. Oui. Et il me semble qu'elle fait référence à un hymne national. Exactement. Qui s'appelle La prophétie des BRICS. Voilà, donc en fait, avec Gabriella, mon associé à Lisbonne, on a un projet en fait qu'on a matérialisé sur une chanson en fait qui s'appelle La prophétie des BRICS. Et ce titre-là, c'est l'hymne officiel de la campagne européenne en fait. Et on a décidé d'en faire un hymne officiel au même titre qu'à l'époque les Français avaient créé leur propre hymne officiel. C'est aussi un tacle par rapport au gouvernement et au statut de péril imminent dans lequel je suis et qui me freine pour m'empêcher et de mener à bien une campagne. Donc on va repenser la France. On aime les Français, mais on a un problème quand même avec la France qu'on doit régler, et c'est un problème qui se réglera par la voie diplomatique et juridique. Donc
penses-tu du programme d'Éric Zemmour pour l'Europe? En fait, je rêverais d'une confrontation avec ce monsieur, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il parle de choses dont il ignore. Il dit des choses vraies qu'il mélange avec la vérité. Quand il parle de grands rassemblements, moi je sais de quoi il parle, en fait, à quoi il fait référence quand il dit ça, mais là on est sur des réflexions purement idéologiques. Et là, on parle même d'eschatologie. Et je ne sais même pas si Zemmour est compétent dans le domaine de l'eschatologie, en fait. Parce qu'il faut comprendre qu'on vit dans un monde où tout est programmé, en fait, en avance. On programme toujours tout, on a des emplois du temps, on écrit des business plans quand on monte des sociétés, on suit la mode, on crée, donc c'est-à-dire qu'on écrit en quelque sorte l'histoire. Et Zemmour, là où j'aimerais discuter avec lui, c'est qu'il commence une discussion sans forcément avoir eu le début, en fait. Et il fait ce qu'on appelle du buzz politique et médiatique en surfant sur le racisme, tout simplement, en fait. Pour rester sur le côté, on va dire, de la droite européenne, Marine Le Pen, par exemple, et Jordan Bardella, prônent dans les médias vouloir lutter contre l'immigration. Mais lorsqu'on analyse les chiffres, les résultats des votes, on se rend compte que le RN n'a jamais voté, ou très très peu, contre les politiques d'immigration. Tu penses que... Qu'est-ce que tu en penses? En fait, Marine Le Pen et ses amis, en fait, se servent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'histoire de la France, en fait. On ne peut pas être français et connaître l'histoire de la France et dire qu'on ne veut pas des immigrés en France. Parce que ce sont les immigrés qui sont venus sauver la France, en fait. Et Marine Le Pen pense que ces immigrés-là volent le travail des Français. Mais ce n'est pas les immigrés qui volent le travail des Français. C'est l'économie anglo-saxonne. Et Marine Le Pen, elle a des enseignements à prendre au niveau de l'économie. Elle n'est pas compétente en la matière. Elle sait faire du buzz. Elle sait utiliser des mots-clés. Elle sait parler d'immigration. Mais quand vous allez profondément avec elle sur des sujets sur l'économie, voire même la genèse de l'économie, il n'y a plus de Marine Le Pen. Donc Zemmour est menaçant parce qu'il écrit beaucoup. Il a une gnose qui lui vient de ses ancêtres. Mais Marine Le Pen ne m'inquiète pas, en fait. C'est plus à nous de nous servir d'elle maintenant pour la faire dire des âneries. Et tout le monde attestera et comprendra que la pauvre n'est pas compétente aujourd'hui pour diriger un pays. Donc, selon toi, l'Europe est fondamentale pour la France? Je ne dis pas que l'Europe est fondamentale. Je dis que la France, là, elle doit faire un choix. Mais un vrai choix. C'est-à-dire de dire, on veut l'Europe, mais il faut une refonte de l'Europe. Et il faut démystifier les histoires de la BCE et les emprunts des États, pays par pays. Et peut-être que chaque pays ait son propre euro, en fait. Ça, j'appelle les Français à réfléchir à ces sujets-là. Sinon, c'est de dire, eh ben, on ne veut plus d'Europe et on détruit l'Europe. On peut garder l'union monétaire, mais les alliances économiques de libre-échange doivent être vues, en fait. Madame von der Leyen a une politique assez austère. Bien sûr. En termes de marché financier. Comment comptes-tu défendre les intérêts des agriculteurs, des éleveurs français, par exemple? En fait, ce qui est bien aujourd'hui avec l'agriculture, grâce à l'Union européenne, tout le monde avait compris en fait que la richesse, la première des richesses en fait qu'on a en France, même partout dans le monde, c'est ce qui découle de l'agriculture en fait. C'est ça le vrai argent, on va dire en quelque sorte. Et aujourd'hui, vous avez besoin de devises pour acheter des pommes de terre, par exemple. Mais les gens ont compris que les devises étaient juste ce qu'on appelle de l'argent dette. Ça veut dire que la régulation des marchés financiers, ça va être facile. Pourquoi? La crise va le faire elle-même. Ça va faire comme ce qui s'est passé avec les subprimes. Et les États vont devoir s'endetter encore pour pouvoir compenser les dettes. Parce qu'on vit dans un monde de spéculation. Donc ça, c'est difficile à freiner en fait. Maintenant, pour l'agriculture, je pense que ce qui est bien, c'est que les Français ils ont compris au moins qu'ils avaient une richesse, notamment nous, chez nous en Normandie, et qu'on doit revenir à l'agriculture. On ne peut plus dire on mutualise l'agriculture et l'Union européenne est obligée de payer les agriculteurs parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur propre agriculture, alors que ce sont eux qui créent les richesses. Il faudra aussi aller discuter avec la grande distribution, avec Carrefour, avec Auchan, et revoir les accords de marge arrière qui existent toujours dans la grande distribution. Depuis la loi de Renaud Dutreuil en 2003,
lors de l'avènement d'Internet. Et là, en fait, ce qu'on va connaître en Europe et partout dans le monde, c'est la bulle qu'on avait connue au moment du lancement d'Internet. Là, on a la même bulle parce qu'on est arrivé à l'ère de l'IA, en fait, de l'intelligence artificielle. Tu viens de soulever le problème. Des agriculteurs, par exemple, vivent grâce à des aides, Oui. ce qui n'est pas normal. Eux, Oui. ils aimeraient vivre de leur travail sans avoir des aides. Donc, as-tu en ta possession des moyens ou des leviers pour leur permettre de vivre de leurs revenus? En fait, je pense qu'il faut retravailler avec les lobbying de l'agriculture et avoir une discussion sérieuse avec la grande distribution. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous arrivez à rompre tous les intermédiaires qu'il y a sur la chaîne de valeur, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'agriculteur, il gagne un peu, mais surtout, là où il perd, c'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires entre lui et le client final. Donc il y a de nouveaux modèles économiques à imaginer où le consommateur final peut directement acheter à l'agriculteur ou imposer à la grande distribution de revoir des marges au niveau de l'agriculture. Ça doit être en fait une priorité du gouvernement en fait. On doit sauver notre agriculture. C'est la seule richesse qui nous reste. L'armement, on n'a plus besoin. Il n'y aura plus de guerre au même titre qu'on l'entendait par le passé, parce que sinon tout le monde se détruit, tout le monde a la bombe nucléaire, donc ça sert à rien d'investir sur ces sujets-là. Les vrais sujets aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'agriculture, et après derrière, c'est l'enseignement. Beaucoup de Français ne croient plus en l'Union européenne. Par exemple, le bouclier tarifaire au niveau de l'électricité, il a sauté. Du coup, les factures des consommateurs ont explosé, alors que en France, on est le premier producteur actuellement d'électricité européenne. On produit en surplus, et les Français ne comprennent pas comment un pays producteur puisse faire appliquer des prix si hauts. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les marchés, ils sont privatisés, c'est-à-dire ils sont internationaux, ils sont mondiaux. Dans les capitales de ces sociétés-là, vous avez des gens qui respectent d'autres législations. Et la France produit un surplus effectivement d'électricité, mais il y a beaucoup d'énergie comme le gaz ou encore le pétrole, pour parler à Dakar, où la France dépend du reste du monde. Donc elle est obligée de vendre son électricité et elle ne peut pas malheureusement alimenter les Français qui sont rentrés dans une consommation, une fois de plus, anglo-saxonne et qui consomment trop d'électricité. Voilà, il y a un moratoire à faire autour de ça et aujourd'hui, l'électricité coûte trop cher en fait. Et c'est ça la réalité des montées des coûts de l'électricité et c'est lié à la crise économique de fond. Ok. Je te remercie pour ton intervention et pour toutes tes réponses très détaillées. Et je te souhaite une bonne continuation dans ta campagne et je te souhaite beaucoup de réussite. Je vous remercie et je passe un dernier message. Dans le cadre justement du péril imminent acté par la France, on a été freiné dans notre campagne et donc pour les votes, le 9 juin, vous allez avoir la possibilité de retrouver sur notre site internet, donc sur le site du cabinetintuition.com, directement le bulletin de vote que vous pouvez imprimer et vous pourrez aller voter dans votre circonscription. Parce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire un maillage de toutes les circonscriptions de la France, donc ce sera un vote digital comme Barack Obama l'avait fait aux États-Unis. Donc tu invites la majorité à voter pour quel candidat? Pour nous naturellement, pour notre parti, parce qu'on est pro-Europe, mais avec un bon sens du partage et remettre l'agriculture au centre. Donc quel parti? Le parti humaniste, un nouveau parti qui a été créé à l'origine, c'était l'idée de Dominique Sopo, le président des SOS Racisme, dans le cadre des élections présidentielles de 2017, où je m'étais porté symboliquement président, je voulais y aller sans y aller, et on avait dès lors déjà créé le parti humaniste. Et c'est ce même parti aujourd'hui qui va nous représenter au sein de l'Union européenne. Je te remercie. C'est moi, à bientôt. Tierno, c'est Gabriela, Miss Portugal. Le gouvernement est en péril imminent. L'eurodéputé Tierno Dia se présente. Il
parle beaucoup de Gabriel, de mariage blanc et de neurosciences. John Paul, que Dieu vous bénisse tous. Dites au Portugal que j'aperçois le field house devant la table gardée avec Gabriella. Il y avait aussi Abibou et mon amie Jessica. Elle regrettait ses actes et s'excusait devant moi. Elle portait le mal-être du jour d'Al-Kiyama. Gabriella pria pour me souhaiter le bonheur. Elle voulait qu'on s'allie avant le jour et l'heure où ça pètera dans les médias en France et dans le monde. Ma business web série avant les élections. Après Villa Franca, on ira à Fatima. On se racontera l'histoire de la petite Lucia, les secrets du Brésil, on en parlera plus tard. D'abord on ira voir le Sénégal et l'or noir, les gisements de pétrole. Pour parler avec la France, je dirais à Macron, gardez ses 10%. Et pour le mariage blanc, faut que je te donne ta dot auprès de mon créateur. Je dois payer ma dette, il m'a dit va à Médine avec Gabriel. Après je l'ai validé auprès de l'ange Gabriel. Il me parle et je sais pas comment te le dire. Cerno, fais attention pour pas te faire fuir. On en a déjà parlé, c'est pour la web série. Pour toi je demande 1 million sur GMS Consulting. Et t'as retolé, fallait que je te dise un truc. T'as fait la passe à Gabriel, moi je l'ai faite à Young. La synchronicité est la même que Sephora. Paris ou Jérusalem, on attestera. Et t'as retolé, fallait que je te dise un truc. T'as fait la passe à Gabriel, moi je l'ai faite à Young. La synchronicité est la même que Sephora. Paris ou Jérusalem, on attestera. Gabriella, ça n'arrête pas, les rêves se concrétisent pour voir le business model de l'appli mobile. Faut que je te parle de mon enfance et de mes découvertes. J'ai dû quitter le navire car la chasse était ouverte et le gouvernement m'a déclaré la guerre. Ils m'ont pris mon ordi et reparlé de Vanessa, car après ses aveux on s'est réconciliés. En vrai c'est pour l'aider que Dieu l'a créé. Un clin d'œil à sa mère qui m'a parlé dans un rêve. Un clin d'œil à ses frères que j'ai aimé en secret. Elle m'a parlé de sa vie et m'a parlé de la mienne. M'a témoigné sa joie et m'a promis son aide. On est des diplomates dans la famille d'Imran. Faut qu'on rajoute Gabriella dans l'oracle d'Ilam, qui dira à Lina que je l'attends pour Fatima, qu'elle peut donner le secret à tout le Portugal. Et moi pour ma part j'irai à Justrel pour le dossier de Sephora. Je vais le confier à Gabriel. LVMH, va falloir passer à table. Je ma bibliothèque volée à Sintra. Je pas que ta cathédrale nous fasse encore des siennes, qu'elle reçoive une foudre envoyée du ciel. Donnez-moi ma thune, faut que je me casse en Afrique. J'ai des enfants à nourrir et une femme à séduire. Et que t'as retolé, fallait que je te dise un truc. T'as fait la passe à Gabriel, moi je l'ai faite à Young. La synchronicité est la même que Sephora. Paris ou Jérusalem, on attestera. Et que t'as retolé, fallait que je te dise un truc. T'as fait la passe à Gabriel, moi je l'ai faite à Young. La synchronicité est la même que Sephora. Paris ou Jérusalem, on attestera. Si j'ai du mal en amour, c'est peut-être que je suis mal aimé. Si je suis mal aimé, c'est que je suis bien gardé. Aoulia d'Allah sur le field house. Où serais-je dans un film à la James Brown? T'es dans ta vie, Cerno, comme dit Hector Tollé. C'est grâce à Gabriel que le message va passer. C'est grâce à Ilham qui a toujours cru en moi. C'est grâce à John Paul qu'on s'est croisé là-bas. Elle connaît le fondateur, l'a vu une fois au Maroc. La terre de Cher Tidiane, aux 2 tiers de Mansour. Celle de Marrakech, du rire, de Jamel, de Bouze. Les enfants chérifiens ne sont pas nés que chez nous. Maître Kim sont fait la paix, c'est la fin du match. Maintenant je la joue perso et je lâcherai pas ma balle. Je mets 120 000 pour gérer ma campagne. Faut qu'on trouve un accord pour que Dieu vous épargne. Gabriella, faut que t'appelles la brésilienne de Sony. Elle est avec nous et témoignera pour le livre l'école de diplomatie. Je les ai depuis tout petit. Faut que tu réécoutes le son que j'ai fait sur Sony avec l'ange Gabriel qui reviendra en toi. Dans mes rêves, je comprends pas toujours ce que je vois. Comme dit Hector Tollé, vivons l'instant présent. On analyse tranquillement les choses qui se présentent. C'est pour John Paul, VIP diplomatie. Edson et Yvan du Sénégal, David du Rotary. On n'a pas encore fini nos débats. J'encode un message pour Gabriella, pour Gabriella, pour Gabriella. N'écoute pas le gouvernement, oublie tous les mensonges du péril imminent. Un coup politique à cause du mariage blanc. Ils ont pris mes ordis pour briser notre campagne. J'attends le paiement de conséquences dommageables. Cerno Dia comme Sonko, qu'ils ont mis en prison. L'affaire Loxapac va rapporter des millions. Madame la Présidente, Dorine Alvarez, le
Le million supplément sera pour la vraise, car c'est sa dot de mariage blanc. C'est sa dot